Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le Café des dirigeants, le média des entrepreneurs drôme-ardéchois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous en tant qu'entrepreneurs. Derrière ce sujet, il y a un mot parfois utilisé à tort et à travers. Ce sujet, c'est l'innovation. Des innovations, il y en a de toutes les sortes. Il y a des ruptures technologiques, des innovations d'usage ou encore des innovations économiques. Mais derrière chaque innovation, finalement, il y a des gens. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui deux représentants de l'innovation sur le territoire, et pas n'importe qui. J'ai Brice Cruchon, dirigeant de Dracula Technologies, une deep tech spécialisée dans la production photovoltaïque via la lumière ambiante. Et David Elie, directeur de l'innovation chez Valence Roman Innov, qui accompagne les entreprises innovantes du territoire. Un épisode passionnant à suivre sur le Café des dirigeants avec Brice et David chez Eva à Valence. C'est parti, jingle. Allez messieurs, première question qui peut paraître simple mais qui est toutefois un peu compliquée. Comment on définit l'innovation? Comment on la reconnaît? Tu y vas, elle est pas simple. Ouais, tu y vas ou j'y vais? Qui attaque? À toi le verre. Alors comment on la définit? Chez Dracula Technologies. Chez Dracula? Ou globalement? Ça peut être l'occasion aussi de présenter un petit peu ton activité. Alors, si je fais un focus chez Dracula, nous, on est vraiment sur une innovation technique, voire même de rupture, puisque l'objectif de Dracula, c'est de remplacer l'utilisation de la pile dans tous les objets connectés. Quand on parle de piles, c'est les piles CR20, 32, les piles LR3 et LR6. Ça, c'est la mission de Dracula, et de devenir une alternative durable à la pile. Ok. Pour faire ça, c'est une innovation technique puisqu'on part de la chimie, on va formuler des encres pour, au final, faire un composant électronique. Donc là, on est vraiment dans la technique pure et dans la micro et nanotechnologie puisque on imprime des nanoparticules et l'épaisseur des couches va faire quelques microns, même quelques nanomètres pour certaines des couches. Donc là, vraiment, je dirais une innovation technologique. Mais c'est pas ça qui fait Dracula Technologies aujourd'hui. C'est toute une innovation de comment on amène ça sur le marché. Et c'est comme ça qu'on définit l'innovation par rapport à une invention. L'invention, c'est une réponse technique à un problème technique. C'est le concours Lépine, par exemple, mais il n'y a pas forcément de marché. Là, nous, l'innovation, elle est technique. Et puis, il a fallu créer un business model pour que cette innovation commence à être acceptée par le marché. Et c'est ce qu'on fait chez Dracula Ouais. C'est Technologies ce aujourd'hui. qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission, il y a de l'innovation, il y en a de partout. Moi, j'avais envie de te dire, il n'y en a pas de partout, mais dans un process, dans la technique. D'ailleurs, j'ai appris ce que c'était la deep tech. C'est ce que tu viens de définir exactement, tu en es un bon exemple. Alors, je pense qu'on en a un bon exemple, et surtout la différence par rapport à des innovations, de services qui peuvent aller beaucoup plus vite. Le principe d'une deep tech, c'est qu'on est dans une maturité lente et je pense qu'on en est l'exemple Ouais. localement en tout cas, peut-être le plus marquant. C'est 10 ans de recherche et développement avant de pouvoir arriver, sur le marché. Oui, chez Valence Roman Innov, c'est quoi l'innovation? Moi, je pense que, enfin, ouais, ce qu'a dit Brice, ça illustre parfaitement la problématique. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir des inventions, mais comment est-ce qu'on traduit ces inventions-là en innovation? Tu vois, comment est-ce qu'on répond à un problème? Et ce problème, il peut être, alors quand je passe sur le territoire, il peut être technique, il peut être une question d'usage ou pour répondre à un besoin réel sur le territoire. Par exemple, on peut parler de décarbonisation, de choses comme ça, tu vois. Et derrière, donc, il va falloir se placer dans une posture innovante pour trouver la bonne solution qui peut être technique, qui peut être peut-être une modification d'un procédé d'industrialisation, qui peut être un nouvel usage. Et ensuite, on va pouvoir entreprendre avec ça. Mais l'innovation, et je pense que c'est important de pas la réduire à une invention technique. Par contre, le rôle, par exemple, de Valence Roman Innov, Justement, c'est la question que ça j'allais te poser. eh Est-ce ben, que tu alors, peux nous il va y éclairer alors, là-dessus? il y a plusieurs, plusieurs objectifs, mais par exemple, on a parlé de la deep tech. Bon, moi, je connais, pour venir du monde de la recherche et l'industrie, justement, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre les pépites qu'on peut avoir
dans certaines industries, dans les laboratoires de recherche, et justement l'innovation. Comment est-ce qu'on transforme cet objet-là? Comment est-ce qu'on va répondre à des enjeux économiques, sociétaux, grâce aux innovations qu'on peut avoir? Donc déjà, le rôle d'une agence comme Valence Roman Innov, il est là. Il est d'identifier d'une part les besoins du territoire, d'identifier aussi les atouts d'un territoire pour mettre tout le monde en relation et ensuite transformer ces inventions en innovations ou susciter des innovations à partir du. Parce que Donc ça, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Valence Roman Innov, c'est émané de plusieurs entités de l'agglo Oui. regroupées au sein de Roman Valence Innov pour Alors, pouvoir créer ce lien. alors exactement. Donc en fait, on a la chance sur le territoire depuis longtemps d'avoir eu beaucoup d'initiatives autour de l'innovation. Des initiatives autour des innovations dans la tech. Donc on a une communauté French Tech assez active sur le territoire, qui était portée par le Moulin Digital. On a la chance d'avoir aussi un territoire industriel fort avec beaucoup d'acteurs, à la fois dans la sous-traitance, mais dans l'innovation aussi, qui apportent des solutions très, très innovantes. Et puis, on a eu également des initiatives autour de l'économie sociale et solidaire, où il y a également de l'innovation. On a été TIGA, territoire d'innovation avec grande ambition. Et donc, l'idée, elle a été de se dire à un moment, on a beaucoup d'atouts, on a créé beaucoup de structures. Comment est-ce qu'on peut réunir tout ça et surtout décloisonner? Parce que l'innovation, une grande partie de l'innovation, elle vient aussi du fait qu'on est capable de décloisonner. Typiquement, on peut parler de la French Tech, on parle d'industries qui peuvent être parfois assez anciennes. Comment est-ce qu'on fait rencontrer ces mondes-là pour répondre à des nouveaux besoins et garantir que notre tissu industriel va se développer, qu'on va capitaliser, etc. Et de la même façon, sur l'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent rejoindre ces deux mondes-là. C'est bon, on parle d'innovation et tu parles de dispositifs qui sont parfois anciens. Ah oui, non mais clairement, c'est ce que disait Brice, du coup. C'est l'innovation, elle passe parfois, en fait, on a des pépites présentes et qui existent depuis longtemps, et parfois, on va transformer telle ou telle pépite parce qu'on va répondre peut-être à quelque chose de nouveau, mais on avait la solution technique, ou en tout cas les bases, elles étaient là. Justement, ma transition elle est un peu faite. Si on revient à la racine des innovations, je suis curieux de connaître votre avis. Tu as parlé d'innover avant, il y a une invention. C'est deux choses différentes. On a tendance à tout mettre dans l'innovation, mais la racine, c'est l'invention? Non, pour moi, la racine, c'est pas l'invention. La racine, c'est le problème que tu vas résoudre. Et donc, en fait, si tu te positionnes dans une résolution de problème, derrière, tu as forcément, j'enlève forcément, mais tu as un marché. Puisque ton client a un problème à résoudre, et c'est toi qui résous ton problème, enfin son problème, pardon, via ton innovation. Et donc, c'est là où l'innovation, dans la résolution du problème, elle peut être soit technique, soit de service, soit d'usage. Et c'est là où ça prend sens. La différence, c'est pour ça que dans l'intro, je disais concours Lépine. Le concours Lépine, et tu peux avoir le prix du concours Lépine et ne jamais avoir de marché en face. Si je fais un parallèle, je me rappelle d'un concours Lépine où il y a un gars qui avait fait un barbecue, je sais pas quoi, qui était juste génial, mais il n'y avait pas de marché et ce barbecue, il n'est jamais sorti. Par contre, quand tu résous un problème, ça veut dire que ton client perçoit, et ça c'est un sujet qui est super important dans l'innovation, c'est quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter à mon client. Et donc, quand tu te positionnes comme ça, si lui perçoit la valeur ajoutée de ton innovation, ça veut dire que tu rencontres ton marché. Si je prends notre cas concret, nous, notre mission, c'est de remplacer les piles. OK. Mais si tu te mets frontalement par rapport à la pile, on est plus cher que la pile. Parce que la pile, c'est, je ne sais pas combien de temps date l'utilisation des piles, mais au moins 40 ans. Donc, tous les investissements sont amortis. Donc, quand tu es en frontal, tu ne peux pas fonctionner. Par contre, quand tu raisonnes maintenant avec le client et tu lui dis, vos coûts de maintenance sur 10 ans, vous n'avez plus de coûts de maintenance parce qu'il faut changer la pile
Là, il commence à écouter. Et puis, quand vient s'ajouter la composante environnementale, parce que la pile à base de lithium est un vrai sujet, nous, on est plutôt avec des composés organiques recyclables. Donc là, tu réponds à 2 problématiques. Sa problématique des coûts de maintenance, et on a un client qui a estimé les coûts de maintenance à 35 € par an pour son application. Mmh. Tu dis, pendant 10 ans, il y a 350 € pour un équipement. Quand tu sais qu'il y a 10 000 équipements dans son local, il comprend assez vite. Mmh. Donc là, on répond à sa problématique économique. Et puis, en même temps, à la fin de vie du produit, vous pouvez recycler notre produit avec les PET classiques. Donc là, tu réponds à 2 composantes et donc il perçoit la valeur ajoutée de ton produit. Et ça, c'est innové. Et ça, c'est innover. Mmh. Innover, c'est amener quelque chose de nouveau sur un marché. Et la notion de marché, elle est super importante. Et ce qu'a dit David pratiquement en introduction, c'est la notion d'entreprendre. J'apporte une innovation, mais j'entreprends pour la porter jusqu'au marché. Et du coup, si je vais dans l'innovation, alors je disais invention, mais ça fait partie du process. Et ça veut dire aussi entreprendre. Entreprendre, c'est la donnée un peu économique. Dire on entreprend et il y a une réalité économique, il y a une transformation économique. Est-ce que c'est à la racine aussi? Est-ce que s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'innovation? Je pense que c'est forcément lié. Il y a forcément un lien. Sur une innovation de rupture, en fait, c'est la technique qui va prendre le pas et qui va amener ça. Si on fait le comparaison d'il y a 20 ans, personne n'avait de téléphone portable. Aujourd'hui, c'est pas un téléphone portable que tu as, c'est un mini ordinateur. Tu as tes mails, tu as tout. La grande différence pour moi, c'est que l'invention, tu peux avoir un titre de propriété intellectuelle sur ton invention, parce que tu réponds techniquement. Mais ça s'arrête là. Par contre, l'innovation, tu vas utiliser la valeur de ton titre de propriété intellectuelle ou pas, selon ta décision, pour l'exploiter sur ton marché. Et c'est ça qui est important. Et ça te crée des barrières à l'entrée et tout ça. Mais là, c'est vraiment pour moi, le point, le point de bascule, il est là. C'est-à-dire que tu peux avoir une invention, mais si tu as un marché, ça devient une innovation. Et aussi, tu vois, ce qu'on développe chez Valence Roman Innov et qui est issu de tout ce qui a été développé sur le territoire, il y a cette notion d'impact. En fait, nous, on aime bien dire qu'on fait de l'innovation pilotée par l'impact. Et tu vois, tu ne peux pas faire de l'invention pilotée par l'impact. Si tu inventes un truc, tu ne sais pas ce que ça va être. L'innovation pilotée par l'impact, c'est que tu te dis, bon, OK, cet objet, ce nouvel usage, quel va être son impact économique, sociétal, environnemental. Et c'est aussi le rôle d'une agence comme la nôtre, c'est d'accompagner les entrepreneurs en disant, OK, quel est l'objet et vers où on veut aller et comment est-ce qu'ensuite on va piloter le développement et typiquement, si on parle d'entrepreneuriat et quand on part d'une simple idée, c'est tout ce qu'a décrit Brice, la période, notamment dans les deep tech, d'incubation. Et cette période d'incubation, c'est ce qui va permettre de maturer son projet, de qualifier son impact et ensuite de pouvoir justement piloter ton projet et le développer, quoi. Ça, c'est... Et justement, comment naissent les innovations? C'est le process d'innovation. Alors là, on pourrait faire une émission que là-dessus, je crois. C'est tellement varié. Non, mais sur les Moi, je grandes pense qu'il lignes. y a peut-être une chose à avoir, c'est être complètement ouvert. Dans la phase de foisonnement, il faut être vraiment ouvert et vraiment être plutôt positif à accepter tout ce qui arrive. Après, tu sélectionnes. Et oui, tu sélectionnes par rapport à ton projet. Ça, c'est le premier point. Il faut, de mon point de vue, alors surtout sur notre partie, vraiment benchmarker tout ce qui est propriété intellectuelle parce que c'est un vrai guide d'innovation. Ça, c'est quand tu parles d'innovation technique, c'est peut-être un peu moins vrai sur les innovations de service, mais le benchmark, il est quand même, et cet esprit d'ouverture, à mon avis, c'est le point clé pour dire ah mais j'ai récupéré ça et puis et par l'avis d'une personne tierce de me réorienter dans mon projet d'innovation. Moi, c'est le truc principal que je dirais. Après, les procédés, ils sont
assez variable. Ça peut être l'approche marketing aussi qui te fait innover. Donc, Qu'est-ce que tu observes, toi, dans toutes les entreprises que tu accompagnes? Alors, moi, ce que je peux observer, c'est que, par exemple, si on part on est dans un environnement technique ou applicatif et on se dit, tiens, je vais innover là-dedans. Et souvent, l'innovation ou le petit truc qui va faire que on se démarque ou qu'on a l'idée qui permet de résoudre, c'est parce qu'on est allé chercher des solutions dans des domaines, soit techniques ou applicatifs, qui n'ont rien à voir. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment une richesse forte. Et souvent, le danger, il est de s'enfermer dans son truc. Moi, je suis l'expert de je ne sais pas trop quel domaine et je vais discuter qu'avec mes pairs ou que dans. Mmh. Alors, c'est important, évidemment, mais si tu fais que ça, c'est risqué. Mmh. Et à l'inverse, on va être parfois challengé sur des choses sur lesquelles on ne s'attendait absolument pas. Et là, on va rebondir. Ou alors, on va aller chercher des pratiques ailleurs et qu'on va pouvoir adapter. Et ça, Mmh. Donc, le premier truc pour moi qui est hyper important, c'est le décloisonnement. Je prends l'exemple de la cybersécurité. En cyber, si tu laisses juste des experts cyber développer des solutions, tu vas arriver à des solutions techniquement folles, totalement inapplicables, pour des raisons d'usage ou de droit. Donc en fait, pour développer des solutions de cyber qui soient appropriées, il va falloir que tu ailles chercher des gens du droit, il va falloir que tu ailles chercher tout type d'usagers, discuter, et parfois même des designers, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Mmh. Et des psychologues. Nous, je me souviens, à Noyau, on travaillait avec des psychologues qui, eux, leur truc, c'est qu'ils essayaient de comprendre comment fonctionne un hacker. Pour l'usage? Ouais. Pour l'usage, et surtout comprendre, en fait, qu'est-ce qui motive les hackers. Et souvent, quand tu confrontais les résultats, c'était pas du tout ce à quoi s'attendaient les experts techno, Ouais. quoi. Si je peux rebondir, nous, en fait, dans le process, là, on vient de l'expérimenter sur des étiquettes de supermarché. On a fait intervenir un candide, c'est-à-dire quelqu'un qui est absolument pas du domaine, qui posait toujours les questions auxquelles on n'avait pas envie de répondre. Et au final, c'est ce qui a amené le produit final. Et comme tu le dis, on est allé dans des supermarchés faire des enquêtes d'usage et auprès des clients du supermarché, mais aussi les gens qui mettent en rayon. Et en fait, ça nous a guidés dans la solution finale. Et ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'est de vérifier qu'on a le droit d'exploitation pour s'assurer qu'on ne travaille pas pour rien, quoi. Mmh. Ouais. Puis après, il y a le process classique d'une gestion de projet, mais ça, c'est... Ouais, Et du financement. Ouais. Peut-être qu'on y viendra après, je sais pas. Ouais, on va en parler. Ouais, ça Ouais, fait partie du ouais. sujet. Mais ce que je retiens, c'est l'ouverture. Ouais, Si, clairement. mais si on cloisonne, ouais, si on n'est pas ouvert sur le marché, sur les réalités, ça peut être compliqué. Mais l'aspect réglementaire, je pense, ouais. il est hyper important. Alors, on peut reprendre la cyber, par exemple, mais ça marche sur plein d'autres domaines. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir un super truc, mais que le marché il nécessite soit une certification, soit... Et ça, si c'est pas anticipé, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que ça peut simplement retarder ta mise sur le marché. Et donc, du coup, tes financeurs, ils vont accepter à un certain moment, mais peut-être pas. Ou même la solution elle-même, finalement, elle n'est pas en adéquation avec le marché. Donc, en fait, tous ces aspects-là, dans la maturation, ils sont à prendre en compte le plus tôt possible, quoi. Et justement, quel est le plus gros frein à l'innovation? C'est pas forcément technique. Alors, quand tu pilotes le projet ou quand l'acceptation du produit? Je dirais de manière générale, parce que Alors, tu es une boîte innovante. en interne, c'est clairement les hommes. Il faut amener les hommes, enfin les hommes, les équipes, Adhérer au projet. à adhérer au projet, à fonctionner, à croire dans le projet. Ça, c'est Pour transformer l'idée de Brice, c'est ça? l'idée qui est dans ta tête et la faire devenir un produit ou un service. Ça, je pense que c'est le point clé. Après, le frein, mais qui, dans une démarche de ce qu'on appelle les démarches de Lean Startup, n'est plus, c'est se confronter dès le début au marché. Le frein majeur, c'est celui-ci, c'est-à-dire ce que tu viens de dire par la réglementation, mais ça peut être par plein de domaines. C'est que tu as mis ton produit au point,
tu l'amènes sur le marché et puis en fait, tu t'aperçois que il y a rien. Sauf que tu as dépensé de l'argent, du temps, des investissements pour développer ton produit et quand il arrive, il n'y a Mmh. pas d'adéquation. Donc c'est pour ça qu'il faut se confronter le plus rapidement possible, de mon point de vue, au marché. La propriété intellectuelle n'est pas un problème parce qu'on peut toujours Mmh. se border de manière Mmh. sécure. Mais toi Et qui es sur une deep tech, le côté technologique, finalement, ça n'a pas été le plus dur. je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. Parce que c'est ce que tu crées, enfin, ce que tu innoves, Non, nous, le côté énorme. technique, le côté technique est un vrai milestone qu'on a passé. Donc, on a passé des étapes quand on a su en faire 1, puis 10, puis 100, puis une dizaine de milliers, et puis plus maintenant. Mais donc ça veut dire que tu montres que ton modèle peut grandir. Il est upscalable, ce qu'on appelle Mmh. upscalable. Donc ça, c'est super important. Il y a une vraie base technique. Nous concernant, il y a une vraie base technique et Mmh. technologique. Néanmoins, aujourd'hui, quand tu passes de 10 à 20 et de 20 à 50, il y a toute une organisation à mettre en place. Mmh. Et ça, c'est pas forcément un facteur qu'on imagine au départ d'une innovation, mais l'organisation est un facteur clé de succès parce que c'est ta qualité d'exécution et c'est ta qualité d'exécution qui fait que tu arrives sur le marché au bon moment. Mmh. Qu'est-ce que tu observes ou de ton expérience? Tu as une belle expérience, j'ai regardé, tu as voyagé. Le principal frein de à l'innovation, qu'est-ce qui fait que que l'innovation se passe pas comme on a prévu? Ah, bah, déjà, il y a un frein. Alors, enfin, suivant justement, tu parles de voyage, alors là, pour le coup, je pense qu'il y a des cultures totalement différentes. Et le Ouais. premier frein à l'innovation, c'est quel regard on peut avoir collectivement vis-à-vis de la personne qui va innover ou entreprendre. Et là, pour le coup, il y a des cultures différentes. Il y a des endroits où, en fait, juste on va simplement saluer cette culture d'entrepreneuriat Mm. et d'innovation. Après, ça marche ou ça marche pas. Mais donc déjà, ça, c'est le premier frein. C'est arriver à faire accepter le fait que quand on entreprend, quand on innove, l'échec, il peut arriver. Et d'ailleurs, si on fait un petit, enfin, il arrive plus souvent que, enfin, Mmh. mais ça fait partie du processus. Et, et on peut voir des entre guillemets serial entrepreneurs, des gens qui, en fait, ils ont essuyé quelques, alors si on peut parler, enfin, échecs qu'ils ont su transformer en. Et ça, par contre, il faut qu'on soit capable de le valoriser. Donc ça, c'est le premier frein à l'innovation, c'est-à-dire arriver à donner l'envie d'entreprendre et d'innover. Et ça passe par valoriser tout ça et expliquer aussi quels sont les enjeux. Moi, j'étais en école d'ingénieur, enfin, et je pense qu'on voit justement ce changement, peut-être, on voit des étudiants qui comprennent de plus en plus ces enjeux, qui sont motivés par ça. Et voilà. On les freine pas au moins? Non, justement, ouais, voilà. Non, justement, les choses évoluent très fortement. Donc ça, c'est le premier frein. Et après, des freins, je ne sais pas s'il y en a. En fait, on a la chance d'avoir beaucoup de structures qui peuvent accompagner l'innovation, à l'entrepreneuriat. Après, charge à nous, par contre, à orchestrer tout ça, à rendre le plus visible toutes les solutions d'accompagnement qu'on peut avoir pour les porteurs de projets et surtout leur faciliter l'accès. Et ça, je fais un peu de la pub pour Valence Roman Innov, mais c'est un peu l'objectif, c'est l'objectif d'une structure comme Valence Roman Innov, c'est justement d'arriver à structurer et à faciliter le parcours d'une personne, d'une entreprise qui est inscrite dans un processus d'innovation pour accéder aux bonnes ressources au bon moment. Parce que les ressources, on les a en fait. Ouais. Et on a une richesse folle. Si, il y a un point qui est super important et c'est dans la notion des cultures. Nous, j'ai eu la chance d'être aux US là, avant aujourd'hui. L'échec, en fait, la notion d'échec n'est pas la même en Europe, enfin, avec des anglo-saxons et le latin, je veux dire ça comme ça. La notion d'échec n'est pas la même.
faire plusieurs innovations et en avoir une qui ne fonctionne pas, c'est absolument pas un problème. Ça doit même faire partie du cursus. Processus. Et pour justement en avoir plusieurs derrière. Et si je peux me permettre un autre point, il y a Philippe Zilberzan qui parle d'effectuation. Et quand on comprend le concept d'effectuation, ça enlève plein de verrous dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je sais que je peux perdre, mais je dois définir la limite de ce que je peux perdre. Enfin, je fais un résumé très court et c'est bien plus complexe que ça, mais déjà quand on est à l'aise avec ça, bah, ça permet d'avancer et puis de se dire bah, ma limite elle est ici. Et si j'arrive à cette limite, bah, j'arrête. Mmh. Et ce que font très bien les anglo-saxons par rapport à nous, c'est qu'ils sont capables de tuer un projet. Ouais. Et nous, ça, on ne sait pas faire. On va, je dis- Bah, On il faut va ça au en tête. bout du bout du bout, alors que les anglo-saxons, tu réponds à des critères. Et si les critères ne sont pas respectés, il y a moins d'affect et ils arrêtent le projet. Mmh. Ça, c'est un vrai Et il n'y a fait pas de livre. culpabilité à arrêter. Non, c'est pas grave. Ouais. Et ça, Il y a des technos ou des services qui peuvent être trop tôt sur un marché et qui vont fonctionner dans 1 an ou 2 ans. Mais tu arrêtes. Justement, le président Macron a promis de faire de la France une start-up nation. Et on pourrait avoir le sentiment que cette dynamique, elle s'est un petit peu essoufflée. Vous en pensez quoi? David, c'est toi qui commence là. Non, bon, je ne suis pas un fan absolu du terme Startup Nation, Mmh. parce que je trouve que c'est sans doute un peu réducteur dans la façon de. Par contre, développer toute forme d'entrepreneuriat et d'innovation, ouais, c'est clair que je pense que c'est une chose importante, comme on l'a dit. Et encore une fois, je pense qu'on a les ressources pour le faire. On a des moyens d'accompagner les entreprises. On a sans doute aussi quelques réflexes à modifier. On parlait de deep tech. Et je pense que là où on a une grosse marge de progression en France, et pour le coup, ça je l'ai vécu, c'est nos modes de financement de la recherche ou de l'innovation. C'est sur des modes de projet où en fait on va avoir des labos, des équipes de recherche qui vont pendant 3 ans être à fond sur un truc parce qu'il y a le financement. On va arriver à quelque chose. Et puis tout d'un coup, bah, le financement s'arrête. Puis on a déposé un dossier pour être financé ailleurs. Et donc on va partir sur un autre. Et là, le risque, c'est que tout ce qu'on a fait pendant 3 ans et dans lequel les pouvoirs publics ont investi, Participer. bah, ça reste dans un carton. Mmh. Et ça, c'est triste, quoi. Mmh. Donc, et là, je pense qu'on a, bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut qu'on arrive à faire en sorte que bah, tout ça soit ensuite Transformer. transformé. Et ça va être transformé. C'est pour ça que, pour moi, le terme Startup Nation est réducteur, parce que pour transformer ce truc-là, ça peut être transformé via la création d'une startup, mais ça peut être transféré dans une industrie qui est établie depuis longtemps et qui va simplement innover, intégrer ça. Ou, enfin, tu vois, il y a plein, il y a pas qu'une façon d'optimiser l'innovation. Et c'est pour ça que je trouve le terme Startup Nation un petit peu, bon, voilà, c'est marketing, quoi, mais il est parfois un peu réducteur, je pense. Moi, je trouve qu'il ne s'essouffle pas, hein. Aujourd'hui, tu vois que les grandes écoles, qu'elles soient ingénieurs, commerciales, en fait, structurent pour favoriser l'entrepreneuriat de leurs étudiants, Mmh. avec des incubateurs derrière, puis des accélérateurs. Et puis après, tu as la BPI qui peut prendre le relais. Enfin, c'est là où tu dis, enfin, je pense que c'est très, très bien structuré. Ouais, ça c'est. Je pense même aujourd'hui, le CNRS crée les SAT, enfin les sociétés pour le transfert de technologie. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien structuré. Maintenant, ce qui est super important, c'est l'accompagnement pour créer une structure. Et quand je crée ma structure, vraiment réfléchir très, 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 très tôt sur quel mode de financement je vais prendre pour ma structure. Parce qu'il y a un point clé, c'est que si tu crées une structure à 1 000 €, tu n'auras jamais d'aide. Pas de fonds propres, pas d'aide. Donc ça, c'est le modèle français. Mais ça, il faut le penser dès la création. Et c'est là où
ou les structures d'accompagnement, quelles qu'elles soient, les incubateurs, Valence, Roman Innov ou les autres, ça prend sens, quoi. Avant qu'on parle de financement, c'est plus facile d'innover en 2026 qu'en 2006. Toi, ça fait 12 ans. ça fait 12 ans, ouais. 12 ans que tu t'es lancé dans ce projet-là. Est-ce que c'est plus facile? Ah, c'est je saurais Ouais, honnêtement, je ne saurais pas répondre. Ce que je sais, c'est que l'important, dans une innovation comme la nôtre, c'est de bien gérer, le temps et de durer. C'est-à-dire que nous, je vois entre le moment où j'ai créé, la vision qu'on avait collectivement sur ce qu'on allait faire et aujourd'hui, on a quand même réorienté, les axes stratégiques de développement. Hem Mais Mais parce que c'est ce que tu disais, il faut de l'ouverture, donc il forcément, faut de l'ouverture, il faut tu t'es écouter le adapté. marché, il faut écouter la réglementation, enfin, Mmh. il y a beaucoup de choses. Je Là où c'est peut-être plus facile, c'est qu'aujourd'hui, les structures d'accompagnement, quelles qu'elles soient, elles sont plus visibles et peut-être plus accessibles, qu'en Mmh. 2006. Et On s'emparer du sujet, je pense. Juste pour rebondir sur est-ce que ça s'essouffle et sur ce mmh que tu dis, je pense qu'en effet, aujourd'hui, tu vois, je peux prendre l'exemple juste de Grenoble INP, par exemple, qui est Mmh. l'Institut d'ingénierie de l'Université de Grenoble. Bon, bah, il y a une vice-présidence, innovation, valorisation. Et c'est pas juste une vice-présidence, c'est derrière, c'est opérationnel. Il y a des actions très fortes, à la fois auprès des étudiants pour qu'ils aient cette culture-là, mais à la fois auprès des labos pour faciliter le transfert. Donc, enfin, juste à travers cet exemple-là. Et je pense que ça, c'est des choses qui se sont renforcées. Et, Ouais. et donc là, c'est anecdotique, cet exemple, mais on le voit de partout. Donc il y a quand même une culture qui se développe autour de ça. Sur le territoire, c'est pas anecdotique, hein, c'est quand on Mmh mh. parle Oui, d'innovation, juste exemple, ouais. enfin, les ISAR, c'en est un super exemple. Mmh. Ça fait, Mmh. je sais pas combien de temps qu'il y a des projets industriels, peut-être 20 ans, j'en sais pas Ouais, trop. au Peut-être Moi, je moins rentre que dans un ça. cursus avec eux. ouais, J'ai eu la chance de commencer un accompagnement avec 3 étudiants. ouais, mais Effectivement, j'ai découvert ça parce que c'est un outil fabuleux, hein. Je ne sais pas si on peut dire outil, mais c'est en tout cas un mais quand tu process. parles d'innovation, enfin, je suis pas certain, faudrait poser la question à Karim, mais heu, je pense que c'est né à Valence, cette histoire de projet industriel pour Oui, amener les c'est étudiants, ouais, ouais, donc tu vois, c'est le territoire qui a porté et c'est parti dans, plutôt des projets industriels sur les boîtes Mmh. autour de Valence et aujourd'hui, je pense qu'ils ont des projets industriels sur, la France entière, quoi. Ouais. Et justement, tu as voyagé, on parlait de Startup Nation, il vaut mieux, innover, investir, aux États-Unis parce que c'est notre culture ou à Valence, parce qu'on a le plus beau territoire? à Valence. Tu as pas le droit de répondre. Voilà. Non, mais objectivement. Tu as parlé de culture, tu disais ça dépend un peu de la culture. Sans langue de bois. Heu, il se trouve qu'actuellement, en plus, j'ai un pied un peu, dans les 2 Dans les parce 2? que Mmh. j'ai gardé, des contacts avec, une, une université américaine et un collègue qui a créé sa start-up là-bas et tu vois? En fait, j'ai envie de dire que ça a été plus facile sans doute pour lui de la créer là-bas, mais aujourd'hui son développement, il l'envisage en France parce que pour se développer, il aura un accès bien plus, facile à de nombreuses structures Mmh. et notamment, tu parlais des partenariats par exemple avec Mmh. les ISAR, c'est quelque chose qui pourra monter beaucoup plus facilement, tu vois, en France. Un Donc, meilleur accompagnement. ouais, meilleur accompagnement et sans doute aussi un accès, un peu plus, tu Mmh. vois? C'est On a un écosystème local qui est quand même assez Ah incroyable. oui, oui. Autour de l'innovation, mais autour du développement. C'est quand même, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise, qui sont pas forcément dans la région, hein, et l'accompagnement, est pas aussi, présent. Donc je pense qu'il faut aussi, c'est peut-être aussi la taille c'est la proximité. de l'agglo qui fait ça. Je sais pas, on est 200 000 peut-être, l'agglo? Je sais pas trop, Ouais, oui, je crois. On a une aire 150, urbaine, ouais, de 250. ouais, 205. et à 200 000, tu peux rester, super accessible, ce qui est pas le cas dans les grandes villes, Ouais. en termes d'accessibilité et puis,
et puis l'écosystème, quoi. Enfin, Ouais. Ah oui, on est un territoire attractif, c'est sûr. Non, moi, je le vois, tous les entrepreneurs que je rencontre, j'en ai pas un qui m'a dit ça a été un frein à Valence, je vais partir de Valence. Ça Non. n'existe pas. Et puis tu as aussi une agilité que forcément cette taille-là, en Ouais. fait, on a l'avantage. Typiquement, tu veux faire du développement, je sais pas moi, en électronique, informatique, tu arrives à Valence. Tu as un tissu industriel assez fort. Tu as un laboratoire de recherche qui est, qui est bien dimensionné. Tu as une école d'ingénieurs avec en plus tout un. C'est pas simplement une école d'ingénieurs, c'est un écosystème qui va autour, qui permet de facilement, avec plein d'outils, qui permet de monter des partenariats. Et donc, tu as besoin de développer un démonstrateur, ça peut être quand même. Et tout ça, c'est du gagnant-gagnant parce que forcément, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, bon, ils y trouvent leur compte, mais en plus, l'expérience que c'est pour les étudiants qui sont confrontés du coup du concret, quoi, tout de suite, c'est extraordinaire. Ouais. On parle un peu financement. Est-ce que innovation, ça rime avec levée de fonds? Brice, c'est un sujet que tu Alors, c'est connais. un sujet que je Qui est- côtoie régulièrement. Ouais. Qui est En fait, ça assez dépend. d'actualité, hein, je crois que t'as On a levé l'année passée, Mm. mais ça dépend si on parle d'innovation dans une structure qui est déjà existante et qui génère du chiffre d'affaires, et là, tu peux l'autofinancer via tes résultats. Pourquoi pas, ou trouver d'autres types de financement, ou quand tu pars from scratch comme nous on l'a fait, et dans ce cas-là, quand tu fais 10 ans quand il te faut 10 ans pour mettre au point, forcément il faut trouver des sources de financement. Donc Ça a été compliqué? c'est jamais simple. C'est jamais simple. Tu aurais pu renoncer de par ces contraintes? C'est pas trop dans mon ADN, Mais ça a été. oui, on a frôlé la catastrophe Ouais. une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir durer, aussi accompagner, faut aussi être en lien avec ses partenaires financiers, les informer. Enfin, il y a tout un exercice de communication. En fait, c'est assez drôle parce que quand aujourd'hui on dit les boîtes cotées doivent communiquer, en fait, il faut réfléchir pourquoi ils communiquent. En fait, elles communiquent pour donner de l'information à leurs actionnaires, à leurs partenaires. En fait, même quand on est une petite structure, il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose auprès de ses partenaires bancaires, de ses Les rassurer. ses fournisseurs. Dire, OK, des fois c'est en haut, des fois c'est moyen, puis des fois c'est en bas. Ça, c'est super. De mon point de vue, c'est super important. Après, lever des fonds, c'est jamais une sinécure, quel que soit le niveau et la taille de l'entreprise. Et on se dit, la prochaine, on aura fait ça, ce sera plus facile. En fait, non, c'est pas vrai. Et puis après, il y a des opportunités, puis il y a des zones de risque. 2025 étant pas une super année, nous, on a réussi à lever des fonds, et pas mal de fonds en 2025, ce qui est assez exceptionnel, puisque les fonds n'investissent pas trop en ce moment. Enfin, n'investissaient Ouais. pas trop. Mm. Donc, Il faut être bien accompagné. il faut être bien accompagné, et surtout, faut pas survendre. Parce que, en fait, quand on lève des fonds, il faut déjà penser à l'étape d'après. Est-ce que je vais avoir besoin de fonds? Est-ce que je vais être autonome? Si j'ai besoin de fonds et que je suis en décalage avec la promesse, là, ça peut être une vraie problématique. Et c'est là que l'accompagnement il prend tout son sens par des structures d'incubation, pour justement identifier quel est le bon moment et quel type d'instrument financier, parce que suivant là où on en est, et ça s'invente pas, quoi. Et il y a des il y a des gens qui sont vraiment spécialistes de tout ça, et le rôle d'une structure comme VRI, c'est justement de mettre en relation au bon moment les porteurs de projets avec ces structures-là, aussi par des ateliers, des événements, éveiller un petit peu, faire naître une culture du financement pour les porteurs de projets. Parce que si on prend si je prends quelqu'un comme moi qui vient de la technique, et j'ai ma vision hyper technique, machin. Bon, la finance, c'est autre chose, quoi. Ouais. Et le danger, c'est de penser que parce qu'on maîtrise la technique du truc qu'on est en train de développer, on va forcément, ils maîtriser vont aussi. suivre. Et non. C'est. Non, Et justement, Roman Valence Innov est facilitateur pour lever ces barrières? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors déjà, parce qu'on a la chance d'avoir une offre d'incubation.
on travaille avec nos partenaires, la BPI, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, les business angels. Et en fait, chaque investisseur a ses propriétés, les banques aussi. Mais ce qu'il faut, c'est que c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que le rôle d'une agence comme Valence Roman Innov, c'est à la fois auprès des porteurs de projets, de s'assurer qu'ils ont la formation nécessaire ou l'accès aux bonnes ressources nécessaires pour le financement, mais aussi s'assurer que nos différentes structures de financement, elles connaissent bien les porteurs de projets, leurs particularités. Et donc ça, c'est vraiment un travail de fond que fait Valence Roman Innov. Ouais, tu parlais tout à l'heure de la facilité, est-ce que c'est plus facile maintenant ou pas? Et les cultures, il y a quand même un produit que bon nombre de pays nous envient, c'est la BPI. Ouais, c'est clair. C'est quand même juste incroyable. Mm. Et avec des gens qui connaissent l'innovation. Et ce que vient de dire David, qui est super important, c'est quel que soit le financement, c'est un processus qui est long. Donc plus l'investisseur, le financeur connaît tôt le projet, plus il s'approprie le projet et il comprend là où on veut aller et pourquoi il pourrait nous aider. Il faut le mettre assez tôt. Assez tôt, que ce soit la BPI ou ton banquier classique. Nous, chez Dracula, je ne considère pas notre banquier comme un banquier, c'est un partenaire. Partenaire. Et c'est important. Et justement, quand il y a ces fluctuations, c'est là où ça se passera bien. Puisque ça se passe bien ou pas, où tu en es. c'est parce qu'ils ont chacun a ses grilles de lecture, mais c'est plus facile en tout cas. C'est plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Dernière petite question, la France compte 23 licornes. Je ne crois pas qu'il y en ait une qui ait vu le jour à Valence ou Privas, si on parle de notre territoire. Est-ce que la prochaine, elle sera ici? Vous avez peut-être quelque chose à nous annoncer? J'aimerais bien. Non, je ne sais pas, c'est un peu prématuré, mais les perspectives, en tout cas, les perspectives pour nous sont très, très, très intéressantes. Je suis attaché à innover sur le territoire, donc oui, c'est... Tu resteras là? Alors, je resterai là, non, pas tout, mais on va produire sur Valence, mais le marché nous guidera là aussi, on doit produire, mais le siège social restera sur Valence. L'innovation restera là? Le cœur de l'innovation restera ici, ça c'est une certitude. On a constitué l'équipe ici, on est... Comme je disais, j'ai aussi envie, l'écosystème a répondu pour nous accompagner depuis 12 ans. C'est aussi, il faut savoir aussi remettre... Et il met tout en place pour aider, accompagner. Alors il arrive trop tard pour nous, mais... Ouais. mais non, ouais. Et justement, juste par rapport à l'écosystème, je pense que ce qui est important et ce qui est en train de se construire, on le voit, c'est justement ce truc vraiment excellent où on voit les entrepreneurs qui viennent s'investir dans Valence Roman Innov, qui vont déjà dire attention, il y a tel écueil qu'il faut éviter, qui vont faire du mentorat pour nos porteurs de projets, qui vont s'investir en disant voilà, cette structure-là, à tel moment, elle était importante et on va capitaliser. Et donc, en fait, on co-construit tout ça avec l'aglo, le service éco de l'aglo et les entrepreneurs, les porteurs de projets. Ils ont dit oui. Oui. Franchement, et ça, tu vois, on parlait du territoire, c'est aussi une des chances du territoire, c'est que il y a vraiment un attachement fort au territoire et les gens y croient. Et donc, il y a cette dynamique-là qui est vraiment, vraiment importante. Et une autre licorne que tu as identifiée? Ça serait vraiment prétentieux de dire ça. On en a quand même une belle qui pourrait être une licorne. Prodéval, qui pourrait être une vraie licorne techno, quoi. Sachant que je ne sais plus la définition de la licorne, mais c'est le chiffre d'affaires et la valorisation. 1 milliard d'euros. Mais c'est la valorisation. Non côté valorisé. Valorisé 1 milliard, c'est ça. Non côté valorisé, Encore un peu de chemin, mais... Allez, on va se faire un petit vrai ou faux parce que l'émission tire à la fin. Le principe, c'est simple, je vous donne des affirmations, vous me répondez par oui ou par faux, vous pouvez développer si vous voulez. Allez, premier. Le carburant de l'innovation, c'est la prise de risque. J'aurais tendance à dire oui quand même. Ouais, c'est des carburants. Maîtrisé, mais oui. Ouais, voilà, oui. C'est pas kamikaze non plus. Non, il ne faut pas avoir peur de l'erreur, moi je retiens ça. Oui, voilà. Donc, pas avoir peur de se tromper,
mais il y a forcément une prise de risque. Tu changes un paramètre, donc il y Ouais. a forcément une prise de risque. À Ouais, minima. non, c'est important. Piloter une start-up, c'est faire beaucoup avec rien. Au début, oui, clairement. C'est le principe 1 de 0 à 1. Ouais, clairement, au début, c'est toute ressource est tellement importante que il faut savoir exactement là où on la pose. C'est un peu moins vrai quand on a levé des fonds, mais il faut bien savoir gérer ses fonds. La deep tech est réservée aux grandes métropoles. Ah non. Non, alors là, non. Catégorique. Ah ouais, non. On développe pas. Ah, on peut citer plein d'exemples. Ouais, là, je suis La d'accord. France est un territoire propice à l'innovation. Oui, je pense. Oui et non. C'est un peu normand ce que je veux dire, mais Je n'avais pas dit ça, c'était pas possible. oui, parce que on a tellement de structures qui peuvent le faire et nous amener. En fait, c'est R&D et I. R&D, oui. Oui. Innovation, parfois non. Parce que c'est ce qu'on disait, l'approche de la culture, d'aller vite sur des choses et tout ça, on peut être. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même envié sur tellement de choses, et notamment sur le financement, que c'est Ouais. ce qui fait répondre oui. Justement, l'État doit jouer un rôle dans l'écosystème start-up. Je veux bien répondre, mais Ouais, je pense que, en fait, l'État, oui, on a parlé de la BPI, donc Ouais. il joue un rôle très, très fort au-delà du financement, il a un rôle structurel énorme à jouer sur l'innovation. Donc oui. ouais. Et oui, en fait, il y a une directive Paul Midi qui était de favoriser l'innovation sur l'accès à des marchés publics. Je crois que c'est dans le cadre de France 2030, mais je suis pas sûr de moi là. Et pour favoriser justement des innovations et que la commande publique puisse lancer des innovations. Et typiquement, là, je trouve que c'est génial le rôle de l'État parce que c'est amener un produit innovant ou un service innovant avec sa première commande qui démontre, et puis après, ça se. Et une grande partie du développement économique passe par l'innovation. Donc, et bon, à l'échelle de l'agglo, c'est ce qui a été mis en place, clairement. Et donc, en fait, aussi donc, l'État avec France 2030, il y a tout un tas d'appels à projets. Et donc, il y a un accompagnement spécifique dans l'agglo pour, pour répondre à ces appels à projets. Et puis, il y a des programmes, par exemple, dans la French Tech, il y a un programme qui s'appelle Je choisis la French Tech, qui est en fait comment on met. Parce qu'on a beaucoup parlé de levée de fonds pour le financement, mais il y a aussi des financements qui passent par de la commande directe. C'est-à-dire que quand on arrive à mettre en relation le plus tôt possible une start-up et un grand donneur d'ordre, parce qu'il y a un match entre les besoins d'un côté et la solution qui est proposée de l'autre. Donc là, il y a des programmes aussi spécifiques pour ça et qu'on essaye de dynamiser sur le territoire. Et Valence Roman Innov regroupe tout ça. Oui. Donc il faut vite discuter avec Valence Roman Innov. Ouais. En France, on n'a pas le droit d'échouer, mais pas trop le droit de réussir non plus. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que c'est compliqué. À la fois, En fait, c'est un sujet de référentiel, en fait. Échouer, c'est pas parce que ta structure ou ton projet n'aboutit pas que c'est pas une réussite. Tu as appris plein de choses et c'est ton expérience. Les marches qui est intéressant. Ouais. Et après, sur la réussite, je pense que c'est propre aux Français, ça, mais je trouve ça un peu dommage. On se refera pas. La France manque de compétitivité sur les technologies hardware. Par exemple, si on parle d'électronique, microélectronique, on a la chance. Grenoble pour la partie microélectronique. Aujourd'hui, il y a l'European Chip Act où l'Union européenne et l'État français ont mis beaucoup de moyens et c'est porté par le CEA localement, puis ST. Donc je pense qu'on a quand même des atouts. Et après, plus localement, on est plus sur l'électronique que la microélectronique. On a un tissu industriel dans l'agglo hyper fort, avec un savoir-faire qui est, je pense qu'on ne met pas suffisamment en valeur parce que sur le territoire français, ce savoir-faire autour de l'électronique, on le retrouve dans peu d'endroits. Donc là, je pense qu'on a. Mais par contre, le truc, c'est que si on veut rivaliser avec des pays justement producteurs de cartes électroniques, etc., on peut rivaliser qu'en ajoutant
une plus-value qui est via l'innovation. C'est-à-dire, c'est pas, on ne sera C'est pas lié. simplement. Oui, Ah oui. on va pas être des simples concepteurs ou producteurs de cartes, quoi. C'est tout ce qu'on arrive à mettre derrière. Bah, bon, Non, je non, pense que ouais, on est aligné là-dessus. un bon- On viendra par l'innovation. Ouais. Bien sûr, oui, il faut qu'il y ait plus. Et dernière question, je l'ai posée un peu tout à l'heure, mais la prochaine licorne sera Dromard Deschoises? C'est tout le mal qu'on souhaite. C'est tout le mal Ce qu'on qu'on souhaite, peut on espérer. l'espère. Pour le coup, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein et je pense que, enfin, comme l'a dit David, on a un tissu d'entreprises qui peuvent amener à être une licorne assez. Ça Faut rassemble être en tout patient, cas quoi. toutes les données pour... Oui, Pour- il y a des choses très intéressantes sur des projets à très très grande envergure qui peuvent sortir. Très bien, l'épisode touche à sa fin. Merci Brice, merci David d'être venu sur le plateau du Café des dirigeants Plaisir. pour nous partager votre expérience. On a parlé d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs. J'espère qu'il a été apprécié autant que moi. Merci. On se tient au courant un peu pour tous vos avancées et quand tu passeras à Licorne. Je te réinviterai. Pas forcément à nous, mais On va on va déguiser en faire pour y licorne. aller. Puis pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci. 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 Jingle.